J'espère Bonjour tout le monde! Je joue avec la ligne, Yann. J'espère que le premier bout n'a pas été enregistré. Mais non, t'as écrit 3, 2, 1. Hey, t'as joué avec la ligne serrée. Là. Là, je vais commencer le show en les faisant rire, mais les gens ne sauront pas pourquoi. Ouf, ouais. Il y a un auditeur qui suggérait ça l'autre fois. Il disait, tu sais, vous pourriez donner accès au pré-show ou après pour des VIP. Tout. Non, il faudrait vraiment que je sois payé très cher pour ça. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que je le sais ce qui va arriver. On va le faire, puis là, on va garder ça en tête. Fait que toutes les niaiseries qu'on dit, on les dira plus. Ah, on va se texter après à la place. Non, si mettons c'était fait à notre insu, il faudrait qu'on soit compensé parce que les affaires qu'on dit, il y a clairement, il y a du monde. Non, c'est ça. Il y a du monde qui s'en va en cours. Oh, il y a du monde. Il y a du... Calique. Les gens pensent qu'on n'est pas du monde en ondes, imagine-toi. Ils n'ont rien vu en dehors des ondes. Nous autres. Non, c'est ça, exactement. Écoute, aujourd'hui, on va faire un podcast. By the way, je veux dire que j'ai bien apprécié l'entrevue que vous avez faite la semaine passée, pendant que je ne pouvais pas être là avec notre ami l'urbaniste, qui était quand même vraiment différent des autres urbanistes que j'ai entendus. Son propos était quand même intéressant. Je trouve qu'il a amené, il a amené plusieurs bons points. L'heure a passé très, très vite, j'ai trouvé. Là. Puis non, c'était un super bon podcast. C'est le fun de donner. Ça, mais il m'a rappelé qu'il y en a un autre urbaniste au Québec qui est libéral. Il y en a 2 au moins. Bon, ben parfait. Puis les 2 vont peut-être pouvoir s'exprimer dans le podcast. Mais curieusement, ils ne travaillent pas pour un gouvernement. Je ne sais pas pourquoi. Non. Ils travaillent pour une firme privée qui aide les entrepreneurs à comprendre le jargon des fonds. Ouais. C'est comme s'il y avait ceux qui veulent changer la société, veulent aller trouver des positions de pouvoir pour le faire. Oui. Ouais. Juste de même. Mais le podcast d'aujourd'hui va être consacré plutôt à répondre à... C'est pas un Q&A, mais il y a deux auditeurs qui ont parlé de ça récemment. Puis je pense qu'il y a des éléments déclencheurs. Ben, pas des éléments déclencheurs, mais ce qui amène plusieurs personnes à réfléchir, c'est qu'au fil des semaines, on propose, les gens disent, plein de haters qui disent qu'on propose jamais rien, on fait une chialer, mais Christy, ça fait juste 135 podcasts qu'on essaye de dire, ben, pour tel problème, on pourrait faire ça, pour telle autre affaire, on pourrait faire ça, on pourrait mettre de l'avant telle proposition plutôt qu'un autre. Puis la question du comment arrive quand même assez souvent, puis c'est vrai qu'on n'y a pas... on ne l'a pas adressé si souvent. On y va avec la méthode Chainsaw à Milley ou des trucs comme ça? Non, mais en fait, je pense que la seule fois qu'on a parlé de comment, de grosses réformes dans la précision, c'était qu'on a fait les Sunset Laws. Je pense que c'est la seule fois qu'on a parlé plus que les principes. Mais je trouve ça important parce que j'ai écouté justement une vidéo récemment. Non, puis le prix de l'immigration. J'ai écouté une vidéo récemment sur Milley qui montrait le début de ces réformes, puis qu'est-ce que ça donnait, puis tout ça. Puis il a quand même averti le peuple argentin que ça allait être tough, ça allait faire mal, vous allez perdre des paiements, vous allez, il va y avoir beaucoup de difficultés au niveau individuel au début. Puis, justement, dans le petit documentaire que j'écoutais, on voyait qu'il y avait vraiment des gens que leur situation financière s'est désagrégée très vite avec les réformes de Javier Milei. Puis, c'est normal. Je veux dire, si tu vivais sur un chèque de subsistance puis tu te fais couper ton chèque, c'est pas vrai que ta situation s'est améliorée. À moyen long terme, il va y avoir plus de croissance économique, tu vas avoir plus de facilité de trouver un travail puis tout ça. Mais dans l'immédiat, ton chèque, tu l'as fait couper. Là. Si tu étais un fonctionnaire au gouvernement qui travaillait dans un des ministères qui a été aboli, ben, au point de vue individuel, même si le pays va s'en porter mieux dans 2 ans, tu as perdu ta job, tu as perdu tous tes avantages, ton rang social vient de baisser dramatiquement. Fait que tu ne peux pas penser que ce type de réforme-là ne vient pas avec une certaine quantité de grogne. Puis, éventuellement, tu te dis, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui va trop vite, trop fort, se ramasse dans une situation où est-ce qu'ils finissent même par perdre le pouvoir, créer une révolution à la limite, ou donne des incitatifs aux gens pour revoter pour un hyper-socialiste après. C'est toutes des choses qui sont quand même du domaine du possible. De l'autre côté, tu te dis,
si tu ne vas pas assez vite pour faire tes réformes, tu vas être dans une position où est-ce que c'est en début de mandat que tu as un pouvoir qui est plus fort, ou est-ce que tu peux agir plus rapidement avec plus d'intensité. Puis après ça, tes appuis, de toute façon, vont toujours s'effriter parce que c'est l'usure du pouvoir qui s'applique. Donc, tu n'auras pas le pouvoir politique ou le capital politique plutôt pour déployer des efforts de grandes réformes après 3 ans de mandat. Donc, tu es mieux de les faire au début. Puis en plus, comme ça prend du temps avant que les effets bénéfiques arrivent, tu es encore mieux de les faire au début parce que de cette façon-là, au moins, avant ta réélection potentielle, ben, tu vas voir l'économie qui va commencer à s'améliorer éventuellement. Fait qu'il y a comme toutes sortes de choses que tu mets là-dedans pour dire avec quelle force tu dois appliquer tes réformes, de quelle façon tu dois les appliquer, puis à quelle fréquence tu dois les appliquer aussi, puis quelle amplitude tu risques d'avoir. Fait que c'est-tu mieux au compte-gouttes? C'est-tu mieux la thérapie de choc? C'est-tu mieux la révolution? Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment parlé souvent. Juste avant que Vincent enchaîne, parce que je le vois que ça mijote dans sa tête, là, il y a aussi 2 affaires que j'ai l'impression que beaucoup de gens confondent très souvent. C'est la privatisation et la libéralisation. T'sais, beaucoup de gens, dans leur tête, quand tu dis que tu veux avoir plus de libéralisme, par exemple, en santé, dans leur tête, ce que tu fais, c'est que le gouvernement, demain matin, vend les hôpitaux, genre, au privé, puis confère ou, tu sais, mettons, la SAQ, c'est encore mieux à comprendre, donne le monopole public à un monopole privé. Là, tu dis, ben non, c'est pas ça le but. T'sais, oui, ça peut exister, c'est carrément le fermer, puis après ça, ouvrir le marché, mais tu peux aussi le garder puis dire, ben, on permet maintenant aux dépanneurs, aux épiceries, aux pharmacies, même si elles le veulent, de vendre des spiritueux, de vendre du vin. Puis on laisse le système tel qu'il est là. Savez-vous quoi? Il va probablement disparaître par lui-même dans les prochaines années. Mais c'est quand même très différent, pareil, de dire privatiser. Libéraliser, c'est pas nécessairement privatiser. C'est ça que je veux dire. Ouais. Il y a quand même une bonne différence à faire entre les deux. Là. Écoute, il y a vraiment... On commence super large. Puis je pourrais dire que pour Yann, la réponse intuitivement qui me vient en tête, parce que un gros partie de ma recherche, c'est sur les limites entre le marché et l'État. Donc, c'est là que je travaille le plus avec la production de biens publics faits par l'État. Puis c'est dur d'avoir une réponse à ça. Parce que souvent, les thérapies de choc, quand tu les as, c'est pas parce que ça a été nécessairement voté pour, c'est plus parce qu'il y avait l'alternative était pire. Donc, tu vas voir que les thérapies de choc sont souvent, Milei, comme exemple, c'est un pays qui est à la limite de la faillite, qui a été plusieurs fois, by the way, en situation de défaut financier. C'est un pays qui est au bord d'un précipice à toute fin pratique. Même chose avec des pays comme la Grèce ou comme l'Espagne ou l'Italie. C'est tous des pays qui sont vraiment là, très proches d'une situation extrême. Le Québec, malgré tout ce qui va, honnêtement, je trouve mal au Québec, le Québec, c'est pas la Grèce. Le Québec, c'est pas l'Espagne. Le Québec, c'est pas l'Italie. Puis le Québec, c'est clairement pas l'Argentine. Right? Fait que, ça va être dur d'arriver à avoir une thérapie de choc. Quand tu as des thérapies de choc, parce qu'il n'y a plus vraiment d'autres options sur la table. Parce que quand ça va tellement mal à ce point-là, c'est que tu arrives à un stade où les gens, en fait, ils n'ont presque plus rien à perdre. Oui, puis en fait, quand tu fais l'inventaire, on a des manières de tester des cas de libéralisation de l'économie radicale, donc des cas accompagnés d'assainissement fiscaux. On en a plusieurs en passant. On en a un large nombre. Il y en a très peu que c'est des réformes qui sont faites un peu comme l'Alberta dans les années 90 ou la Grande-Bretagne avec Thatcher. Tu as peut-être une dizaine de cas sur les 60 à 80 épisodes de libéralisation, dépend comment tu définis. On a 80 études de cas qu'on peut faire de pays qui ont fait des réformes radicales d'une shot. Puis il y en a vraiment une très infime partie qui ont fait des réformes extrêmes rapidement dans une situation normale, pas nécessairement glorieuse, mais pas catastrophique. C'est généralement l'adage le domaine réservé des pays qui sont sur le bord de la faillite. Par contre, ce qui est encore plus difficile que ça, c'est pas juste gradualisme versus radicalité, c'est comment tu fais pour les faire réussir? Parce qu'il y en a des cas de flop.
J'ai un article d'un de mes amis, Justin Calais, puis il a dit, regardez les cas qui ont déçu de réformes économiques, et il a trouvé entre 1970 et 2010, il a trouvé 49 cas de grosses réformes très rapides, et il y en a 10 qui ont été un flop. Donc, puis le flop, c'est défini par de la croissance économique inférieure à ce qu'il y avait avant ou même négative. Et ce qu'on voit dans ces cas-ci, c'est que généralement, les critères, c'est que la société était trop polarisée. Donc, très rapidement, il y a eu un backlash. Puis que ça peut même souvent amener à des niveaux de violence à l'intérieur de la société. Le deuxième, c'est la nature des réformes. Puis ça, c'est le gros problème souvent, c'est que tu ne peux pas juste comme faire un truc seulement. Fait que si, mettons, demain matin, puis l'Argentine, c'est un bon exemple de ça. Si, mettons, demain matin, l'Argentine est en train de faire ça, elle fait l'équilibre des dépenses, elle fait l'équilibre du budget, elle déréglemente, elle ouvre au commerce international, mais elle continue d'avoir une banque centrale qui imprime de l'argent. Bien, toutes les autres réformes, ils n'auront aucun effet. Les réformes doivent être complémentaires entre elles. Fait que si demain matin, puis pense-le de même, mettons que demain au Québec, on disait, on va y aller extrême, là, tu crées des castes où est-ce que les gens sont dans un métier et ils ne peuvent plus jamais quitter ce métier-là. Puis on coupait les impôts massivement, puis on coupait les dépenses massivement, puis l'État devenait genre infiniment petit. Mais il y aurait plein de gens qui étaient dans une job avant que l'État avait demandé, puis leur situation, ça serait pire. Mais dans ce cas-là, parce que tu réglementes tellement le marché du travail, mais en fait, quelque chose qui pourrait être bien comme un assainissement fiscal pourrait même être contre-productif. Et donc, ça crée tout le comment faire des réformes. Bien, il faut que tu fasses des packages vraiment compréhensifs de réformes. Il faut que tu aies pris le temps de dire, OK, on ne va pas juste faire un truc, il faut qu'on fasse plusieurs trucs. Bien, si tu veux y aller dans le shock therapy, puis que tu es acculé au bord du précipice, tu ne veux pas vraiment prendre le temps de penser, tu y vas à brûle pour point, puis tu coupes tout, puis tu déréglementes, tu enlèves tout ce que tu peux enlever, puis tu fonces dans le tas. Puis ça peut donner des résultats un peu décevants. Mais si tu as le temps de préparer tes cartes, tu as le temps de préparer le terrain des idées, bien là, ça peut avoir des meilleures chances de succès. C'est à peu près comme ça que je le concevrais. Mais je pense qu'il faut un peu peut-être sortir de l'illusion aussi que quand on propose des changements quand même majeurs dans une société, que ça va se faire à coup nul. Que ça va se faire sans écueil, Je comprends que le politicien va chercher à orienter le narratif vers ce discours-là, du genre, un peu ce que, par exemple, les politiciens européens faisaient sur la question de l'Union européenne, mettons, ou ce que certains souverainistes vont faire. Ils vont essayer de faire croire aux gens que le jour où tu sépares le Québec du Canada ou que tu sépares, je ne sais pas, la France de l'Union européenne, ben, le lendemain, tout est pareil, tout le monde a encore sa job, il n'y a absolument rien qui a changé et il n'y aura absolument rien de négatif qui va arriver. Mais ça, si tu fais des changements drastiques de société, évidemment qu'il va y avoir des trucs qui vont arriver. Puis, je reviens à la question que Francis nous avait donné, l'exemple qu'il donnait, il disait, mettons que quelqu'un se fait, lui, il met ça très local, mais je pense que c'est bon, il dit, mettons que quelqu'un se fait élire à Longueuil. Puis il dit, il y a un problème avec le budget, il faut boucler le budget. On ne peut plus gérer la société de transport qui est là, qui s'occupe du transport, les autobus et autres. Fait qu'on confie ça on confie ça justement au privé. Ben là, il dit, comment tu fais pour t'assurer qu'il n'y a pas de coupure de service, finalement que ton truc continue de fonctionner après, puis que là, sinon tu vas avoir les citoyens qui vont dire, ben là, c'est de la merde votre affaire, la bus, ça passe plus, mon trajet n'est pas desservi, etc., etc. C'est vrai, pareil, que c'est une question, je pense, qui est légitime il y a des aspects aussi que des fois, quand les gens, il faut se poser cette question, des fois aussi, c'est que l'État produit des services qui ne sont pas nécessaires. C'est pas parce que l'État en a pris en charge que si tu le privatiserais, il devrait en avoir plus. Peut-être qu'il y en a qui devraient en avoir moins. Disons que demain matin, si tu dois privatiser le REM à Montréal, je te garantis qu'il n'y a aucune firme privée les firmes privées l'achèteraient pour probablement la valeur des terrains autour, puis ils démantèleraient le plus possible le réseau après. Direct à Ferraille. Direct à Ferraille, parce que tu ne vas pas opérer quelque chose qui coûte plus cher que le volume de trafic qu'il y a dessus. Donc, des fois, il y a des privatisations qui mènent à
à des fins de service, mais malheureusement, c'est parce que des fois, ces services-là sont juste un drain pour la société. On en avait parlé quand on a fait l'épisode sur Télé-Québec, puis Yann avait sorti tous les chiffres. Télé-Québec, c'est juste comme des déficits de 100 millions. Je me souviens plus du Ben, c'est chiffre. 100 millions par année qu'il y a là-dedans. Ils ne vendent pas de pub, fait que c'est juste de la subvention. Puis, tu sais, C'est un trou noir financier. personne n'écoute ça. Là. Dans ce cas-ci, une privatisation, ça serait que tu prends une caméra puis tu les vends. Tu vends tout l'équipement, puis c'est un fire sale, puis tu as 3-4 piastres sur le... 3-4 cents sur le dollar, j'exagère, là. Mais Non. au moins, tu arrêtes de lancer de l'argent dans un trou. Donc, c'est ça le gain de la privatisation dans ce cas-ci. Ouais. Donc, des fois, faut quand même le dire aux gens qu'il y a des fois, il y a des choses que l'État a juste pris en charge, puis le coût social, c'est pas que le service est mal produit, c'est qu'il ne devrait pas être produit pour commencer, ou du moins pas de la manière qui est produit, pas au niveau qui est produit. Donc là, déjà là, tu perds beaucoup de gens quand tu fais cette affirmation-là. Non, mais il faut que Bernard Fortin ait une job. Moi, j'ai pas de pitié pour ça. Si on veut créer des jobs, on a juste à demander aux gens qui travaillent au ministère du Transport d'utiliser des cuillères pour creuser les routes. Tu vas en avoir des jobs. Ça, on va tout être pauvre, mais tu vas avoir des jobs. C'est même pas... Ça a l'air d'une fabulation, ce que tu dis, mais quand tu arrives et tu payes un artiste chèrement pour faire une production télé que personne n'écoute, c'est quoi la différence entre ça et de remplir un trou avec une cuillère? Hein? Il n'y en a pas. Pour un économiste, il n'y en a pas. Ça aurait été mieux de ne pas le taxer pour commencer, ou du moins de laisser le marché des arts essayer de trouver quelque chose d'autre à la place. Puis peut-être que juste pas qu'il existe pour commencer. Mais c'est ça qui est dur avec les réformes, c'est que des fois, tu vas en avoir une couple de personnes qui dépendaient du service inefficace que l'État produisait, puis l'ajustement va être coûteux pour eux. Puis c'est ça qui rend toutes les réformes difficiles. Fait que si tu regardes, par exemple, dans tous les pays post-communistes qui ont fait des réformes, les inégalités ont augmenté. Il y a eu des détériorations dans certains indicateurs de la santé parce que tout s'est effondré tellement rapidement, puis il fallait tout refaire tellement rapidement que tu as eu une transition qui était particulièrement pénible. Mais l'affaire, c'est que l'alternative est pire, mais c'est difficilement, c'est comme sans toi mieux, l'alternative était tellement pire. Je suis en train de souffrir quand même dans les médias. Oui, puis la plupart des privatisations je me trompe-tu si je te dis ça, mais la plupart des privatisations qu'on a connues, qui sont documentées. Au Québec ou non. En général? Ça doit faire 50 ans, c'est pas arrivé au Québec, là, une privatisation. Madely-Pêche. La dernière. Canadair. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La SAQ avait une usine d'embouteillage dans les années 90. Ils l'ont privatisée. C'est pas les Geloso qui ont pogné ça, là? Non, la Maison des Futailles. OK. Il y a eu un peu les taxis, là, si on peut considérer ça là-dedans. Là. Quoique, la Maison des Futailles avait 15% d'actionnaires du groupe Geloso. Mais où est-ce que je m'en allais? Non, d'une manière internationale, quand on voit les grandes privatisations à grande échelle, c'est toujours après un moment de crise incroyable. Sauf le UK qui est la grande exception. OK. Mais c'est justement, est-ce que vous avez du data? Ben là, tu réponds partiellement à la question, mais est-ce qu'on a un peu de data, genre, pour une privatisation qui serait faite dans un cadre raisonnable, réfléchi, calmement, puis tout ça? Ben, on le sait, là, on privatise en catastrophe, on libéralise en catastrophe quand des régimes très socialistes commencent à être dans la merde financièrement. Mais je veux dire, à un moment donné, il y aurait moyen aussi de prendre ce chemin-là sans être en état de crise. Mais ça semble jamais être le cas, ou presque pas, en fait. Écoute, c'est vrai que c'est pas souvent le cas. Du moins, si tu prends en pourcentage des cas, ça se passe régulièrement, mais quand ça se passe, c'est pas sur la même échelle que dans des pays comme genre les pays anciennement communistes qui devaient liquider genre toutes les sociétés d'État. Quand tu fais un inventaire, il y en a des méta-analyses. En moyenne, les privatisations sont bénéfiques. Okay? En moyenne. Quand tu regardes à l'intérieur, par exemple, de la Grande-Bretagne, elles sont largement bénéfiques. Par contre, quand tu te mets à casser par sujet, ça devient difficile dans certains cas. Donc, par exemple, les privatisations de vente au détail d'alcool, disons, il n'y a pas de justification pour l'État on its face que ça soit un service public. C'est un bien privé qui se vend bien, qui n'est pas naturellement prompt à un monopole naturel. C'est quelque chose que le privé pourrait faire naturellement.
Par contre, les cas plus difficiles, c'est des situations où tu as ce qu'on appelle un monopole naturel, genre les voies ferrées. Parce que là, ben, tu ne peux pas avoir comme deux réseaux de voies ferrées, un à côté de l'autre. C'est peut-être mieux d'avoir juste une firme. Théoriquement, là, je veux dire, il y a des discussions plus pointilleuses là-dessus, mais plus tu es dans des cas où le marché a des inconvénients, plus ça devient difficile d'avoir des résultats positifs. Puis quand on trouve des résultats positifs, puis il y a un excellent livre qui s'appelle The Right Privatization. Le gars, il explique que souvent, tu peux privatiser même des prisons, puis que ça peut même très bien réussir. Mais il faut qu'il y ait, et ça, c'est super difficile, il faut qu'il y ait un État excessivement compétent à côté, qu'il y ait les incitations à faire le monitoring de ce que tu as délégué au privé. Donc, pour accomplir les économies d'échelle ou les économies de compétences que tu obtiens de la délégation au privé, il faut que l'État ait des capacités et des incitations qui le mènent à être plus compétent. Donc, c'est genre, un État incompétent ne peut pas nécessairement privatiser. Puis ça, c'est comme le gros paradoxe de la privatisation. Il faut que tu aies un État compétent pour réussir la privatisation après qu'elle ait été faite. Oui, parce que sinon, ça peut facilement tomber dans les mains de la corruption. Là. On s'en doute. Ben, j'ai un bon exemple pour vous. Un exemple québécois qui, à mon avis, illustre à peu près tout ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Ça sera un succès souvenir pour plusieurs. L'affaire de la privatisation du Mont Offord. Ah, j'avais oublié cette affaire-là. Ça, c'est clairement le pire exemple possible et imaginable de absolument ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Donc, en 2006, le gouvernement du Québec tranche en faveur de promoteurs immobiliers et souhaite vendre au secteur privé 649 hectares situés sur le mont Offord. C'était des gros jeux électoraux dans le temps, je me rappelle. En plein centre d'un parc national. Le projet comprendrait l'aménagement d'un terrain de golf ainsi qu'un projet immobilier d'au moins 1000 logements. Le député, c'était M. Reid. Hein? Tu vois, à l'époque, construire des logements, c'était vu négativement. Aujourd'hui, quelqu'un qui a C'est sur ça que Tom Mulcair avait décidé de partir du PQ. Lui et l'autre, Pierre Paradis. En mars 2006, il est annoncé que la cession d'une partie du parc dans le but d'y construire des condominiums est illégale. C'est pourquoi le gouvernement du Québec doit créer une loi spéciale pour contourner une disposition insérée dans une autre loi. Ce dispositif est solidement contesté par un regroupement de citoyens réunis sous la bannière de la coalition SOS Parc Offord, qui songe à poursuivre le gouvernement en cours. En réponse au mouvement de contestation, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a publié le 6 avril un communiqué annonçant son intention de doubler la superficie du parc pour compenser la perte du mont, ce qui équivaut à 5000 hectares. Donc, ils disent, bon, on va faire le projet, mais inquiétez-vous pas, on va agrandir le parc de l'autre bord, puis ça sera pas si pire, puis tout ça. Selon des groupes de défense de l'intégrité du parc, cet ajout ne pourrait compenser pour la perte des terres riches en biodiversité du mont. Imagine, on va faire des couleuvres sur de la on va briser de la pelouse puis 3-4 milieux humides. Fait que c'est vraiment une catastrophe qui constitue le centre névralgique du parc national. Des terres supplémentaires proposées seraient biologiquement pauvres et commercialement exploitées depuis plusieurs années. Donc, le 21 avril 2006, 8 directeurs des parcs nationaux ont publié une lettre ouverte dénonçant le projet de privatisation et demandant, entre autres, au gouvernement de s'asseoir sur son intention d'offrir une vente partielle ou substantielle du territoire du parc. Le 22 avril, il y a une marche d'opposition au projet qui est organisée, of course, à Montréal, en marge du Jour de la Terre. Il y a 12 000 manifestants. Bon, je vous passe des détails et des détails. Finalement, le 23 mars 2010, après que Jean Charest impose le bâillon pour la vente des terrains, le gouvernement décide finalement de se rétracter et dépose un projet de loi pour réintégrer les 450 acres au parc. Quant au golf et à la station de ski, il soumettra de nouveaux appels d'offres pour la gestion de ceux-ci. Advenant que ceux-ci ne soient plus viables, ils seraient fermés, démantelés et retournés à l'état naturel. Ça, pour moi, là, c'est l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Tu fais un projet très ciblé qui n'a pas vraiment d'impact dans la vie de la population. Les gens ne voient pas ce que ça change. Ça ne baissera pas mes impôts, ça ne baissera pas mes charges, ça ne baissera pas les taxes, ça ne baissera pas rien. C'est juste un truc qui a l'air d'être fait pour donner des terrains à des promoteurs immobiliers. À l'époque, tu avais tout le discours que ça doit être des donateurs du Parti libéral, c'est pour ça qu'ils ont ça. C'est un classique.
C'est pour ça. Fait que là, et là, tu fais durer ça pendant 4 ans. Il y a 4 ans qui se passent entre 2006 et 2010, le début, la fin. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que Vincent t'en pense, mais pour moi, c'est un des meilleurs exemples de tout ce qu'il ne faut pas faire quand quand tu veux privatiser de quoi. Là. Mais même là, c'est comme aussi un des domaines dans lesquels c'est dur de comme. Fais la liste de ce que tu peux privatiser au Québec. La Société des traversiers, l'Auto-Québec, la SAQ, la SQDC, c'est toutes les prime candidates. Les plus difficiles à privatiser, après ça, c'est genre Hydro-Québec. Comment tu fais pour privatiser? Un parc, techniquement, ça devrait être facile. Qu'est-ce que le gouvernement fait à gérer un parc? Ben, écoute, là, c'est là après ça que tu as aussi des discussions sur quel type de privatisation. Tu peux que l'État peut garder. Puis ça, au Canada, on a fait ça, on a privatisé les aéroports, mais techniquement, ça restait la propriété du gouvernement, puis c'est un acteur privé qui peut être en charge de la gestion. Ouais, honnêtement, ça, je pense, c'est la pire forme de privatisation possible dans plusieurs cas, parce que pour les aéroports, le gouvernement a fait une incitation à ne pas ajouter des nouveaux aéroports, parce que c'est lui qui vend le droit d'avoir des aéroports, puis il peut charger plus cher. Donc, il extrait des revenus à partir de ça. Souvent, les syndicats restent en place, puis toutes les cochonneries. C'est mieux de faire, honnêtement, plus tu fais une brisure nette, mieux c'est. Mais ici, tu sais, mettons que ce n'est pas le premier sur lequel je dépenserais du capital politique. Si j'étais un politicien, là, je vois pas que je pense pas que ça aurait pu être une mauvaise privatisation, mais c'est pas celui sur lequel tu vas avoir le plus d'appui. Puis, étrangement. Ça c'est bon ce que tu dis là. Dépenser du capital politique selon les appuis. Moi, j'ai à courage. La chaudière à courage. La canisse. Mais présentement, j'ai l'impression que ça ne prend pas une grosse canisse à courage pour privatiser la SAQ. Plus que l'Auto-Québec même. J'ai vraiment l'impression que les Québécois sont rendus là depuis très longtemps. Ben, surtout en contexte d'inflation, Yann. Ben oui, exactement. Mais comment ça se fait pas? Qu'est-ce qui retient le Québec d'aller de l'avant la journée que la population le réclame? Bien, étrangement, aux États-Unis, tu as le syndicat au Québec qui fait ça, mais aux États-Unis, un des groupes qui résiste agressivement à la privatisation, c'est certaines des compagnies qui sont déjà permises de vendre. Parce que si tu privatises et tu libéralises, bien, eux, ce que tu fais, c'est que tu augmentes la compétition. Fait, je vais donner un exemple de ça. Baisse les barrières à l'entrée. Exactement. Fait, un exemple de ça, c'est pas exactement identique, mais l'Alberta fait ça présentement. L'Alberta, une des dispositifs de la privatisation qu'il y a eu, c'est que si tu voulais ouvrir un commerce, ça devait être dans un bâtiment séparé du reste. Et il y a encore, soit dit en passant, un distributeur national. Donc, il n'y a pas eu une privatisation de la distribution, il y a eu une privatisation de la vente au détail et il y a des conditions qui sont mises sur comment la vente au détail peut être faite. Bien, une des raisons pour ça, c'est parce qu'il y en a qui se disaient on ne veut pas de la concurrence des épiceries. Le comment de la privatisation est particulièrement difficile. C'est dur. C'est venu aussi avec une taxe. Là. Je veux dire, le prix des bouteilles n'a pas pas pu baisser dramatiquement parce que le gouvernement voulait compenser son ancienne redevance par une taxe de son côté. Là. Ben, c'est sûr que si tu privatises ou tu libéralises puis tu attaches les mains de celui de l'acteur dans le dos, Chris, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? T'sais, c'est comme dire, c'est bien beau dire là, les projets à Youri, là, on va ouvrir des hôpitaux ou des cliniques privées. Ouais, mais si c'est le gouvernement qui décide des ratios, c'est le gouvernement qui décide des heures maximales d'hospitalisation, c'est lui qui décide de l'emplacement, c'est lui qui décide des actes médicaux qu'a le droit ou pas de poser tel type de corps de métier d'infirmière. Dans le fond, c'est lui qui décide de tout et le privé n'est propriétaire au final que du bâtiment et de la gestion des horaires. Il y a quelque chose là-dedans qui c'est pas le domaine, c'est pas le département des miracles non plus, là, une entreprise privée. C'est oui, tu peux avoir des incitations à être plus productif pour toutes sortes de raisons. Oui, puis si c'est un miracle, si c'était un miracle absolument clair relativement à l'autre, puis qu'il n'y avait aucune incertitude sur les résultats, il y en a plusieurs qui seraient déjà faites de privatisation. Le problème, c'est que le comment de la privatisation est tellement difficile que tu ne peux pas exactement. Moi, je suis à peu près sûr, si on demande une privatisation de la SAQ demain matin au Québec, je serais très surpris que la distribution soit libéralisée. Moi aussi. Je suis persuadé qu'ils vont il reste une forme de SAQ. Il va nous faker des détaillants qui sont privés puis tout ça,
qui vont se battre pour distribuer à peu près tous les mêmes produits parce que c'est les mêmes distributeurs qu'avant. C'est le même gestionnaire. Il n'y aura pas plus de produits, il n'y aura pas plus de diversité. Il n'y aura pas des meilleurs prix parce que le gros du chunk va être quand même ramassé par le gouvernement qui va être le seul distributeur autorisé en bout de ligne. Oui. C'est pour ça que, tu sais, il faut quand même dire la première grosse recommandation de politique publique. Avant de parler de comment privatiser, il faut résister systématiquement à toute tentative de nationalisation. Right? C'est beaucoup plus efficace de ne pas le faire pour commencer que d'essayer de SQDC, on a défaire. passé à côté. Oui, complètement. Ça va être un chiard, gérer ça, si jamais on veut le faire. Ça, c'est le plus gros fail là, du gouvernement libéral de Couillard, là, à mon avis. Ouais, je pense que c'est un de ses débits là-dessus. Je ne donne pas ça à son crédit. Mais tout ça de côté, là, il y a un autre truc qui rend les privatisations particulièrement difficiles. Puis après ça, on pourra revenir à c'est quoi peut-être la meilleure manière qui est possible de les faire. L'autre problème, c'est que souvent, les gens qui sont installés dans l'appareil étatique extraient des rentes du monopole public. Des fois, ce n'est pas des rentes. Les gens pensent corruption. Mais le fait, disons que, mettons, je suis le gestionnaire d'un stade olympique à Montréal pour une raison que j'ignore. Ben, j'ai des places gratuites. Fait que, si jamais j'ai un ami qui peut faire quelque chose, tu peux monétiser ton accès d'une manière indirecte parce que tu peux, genre, inviter un ami à un événement. Tu peux arranger quelque chose. Fait qu'on voit que le contrôle de la ressource est monétisable et souvent, tu retires des choses indirectement qui sont plus difficiles à quantifier. Donc, par exemple, pour la SAQ, j'ai donné le stade olympique, mais pour la SAQ, tu as des emplois qui sont mieux payés que dans le privé, mais qui est servi efficacement. Donc, les employés ne veulent pas quitter. Tu as un groupe qui va être absolument résistant. Et disons que demain matin, tu prends devant ce groupe-là l'inéluctabilité de la privatisation. Bien, eux, ils extraient une rente, ils ne veulent pas la perdre. Mais ils peuvent essayer de façonner le processus de privatisation pour continuer d'extraire une rente. Et là, le processus pourrait donc échouer à générer les bénéfices. J'ai un article là-dessus qu'on a étudié sur la Serbie. Puis la raison que c'était utile, c'est que la Serbie, c'était le dernier des pays communistes à faire la transition. Et donc, puis pour des raisons de guerre civile, donc il y a eu un petit délai pour une couple d'années à cause de ça. Mais quand elle a entamé les privatisations après la guerre des Balkans, ben, tu avais 10 ans d'expérience à toute fin pratique avec des privatisations. Donc, tu avais une sorte de. Tu pouvais dire, on peut apprendre de toutes les erreurs que les autres ont fait. Donc, la Serbie aurait dû être un exemple de privatisation réussi, au minimum pour la quantité d'informations qui était générée par tous les autres pays communistes qui avaient fait la transition. Puis la Serbie, ça a été un flop. La raison, c'est qu'on a découvert dans l'article, c'est qu'on montre que plusieurs des gens qui achetaient les sociétés étaient des anciens gestionnaires de la société qui avaient une information que le gouvernement ne pouvait pas avoir quant à la valeur réelle de l'entreprise et ils les ont achetés à des valeurs inférieures, à des prix inférieurs à la valeur des actifs physiques. Donc, par exemple, j'achète une usine de tracteurs, puis je le sais qu'est-ce qu'elle vaut, je l'achète pour moins cher, puis ce que je fais, c'est que je vais après ça prendre des tracteurs, puis je vais juste les vendre. Donc, il faisait juste liquider complètement l'industrie. Puis, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait différencié les acheteurs qui étaient anciennement membres du Parti communiste, donc qui étaient des insiders politiques, et ceux qui étaient des anciens gestionnaires de l'entreprise. Puis, on les a comparés avec les compagnies privées étrangères ou domestiques. Bien, le taux d'échec était plus élevé dans celle-là, mais ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas bons, c'est parce qu'ils avaient essayé de gamer le système pour extraire la rente puis s'en aller. Et le résultat était que ça a été une privatisation, une vague de privatisation largement échouée. Même matin, tu peux t'imaginer la même chose si on fait la SAQ. Tu vas avoir le syndicat des employés de magasins de la SAQ qui va essayer de dire, ben seulement, il va y avoir tel service, il va y avoir tel minimum de service, blablabla. J'ai l'impression que les gens sous-estiment la capacité des joueurs établis d'essayer de subtilement influencer le processus de privatisation pour garder les bénéfices qu'ils ont associés à la production inefficace par le public. Et donc, c'est là que les privatisations déçoivent.
Mais c'est pas parce que la privatisation est une mauvaise idée, c'est que ces joueurs-là ont en fait tout intérêt à nous mentir parce que c'est eux qui comprennent le jeu le mieux. Puis ça, c'est la chose qu'il ne faut jamais oublier. Le bureaucrate a une information que nous, on n'a pas. Oui. Eux autres, ils veulent être des oligarques au final. Oui, mais en plus, ils savent comment la machine fonctionne. Puis c'est la nature même. En fait, il y a un livre très connu qui s'appelle The Economics of Bureaucracy. Le modèle fondamental, c'est que tu as un politicien qui deal avec un bureaucrate, puis tu pourrais penser que le politicien peut imposer ses volontés quand il veut. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Mais parce que le bureaucrate a une capacité, il comprend comment l'État fonctionne et il a donc une asymétrie de pouvoir avec le politicien. Il peut rejeter des informations, faire échouer des réformes ou retarder des réformes ou donner de l'information conflictuelle aux politiciens qui ralentit son ardeur à lui à faire des réformes. Puis il faut tenir ça en compte. Tu as beaucoup de manières qu'une privatisation peut flopper. Donc, plusieurs manières que ça peut flopper. Dans des cas particuliers, ça peut augmenter plus, comme des monopoles naturels, des trucs que tu pourrais dire que c'est des monopoles naturels. Donc, tu as tout ça qui est en jeu quand tu le considères. Puis, ben, en fait, je vais laisser Yann, parce que je vois qu'Yann veut dire quelque chose. Non, je l'ai juste éternué. OK. Ben ça, c'en est un. Il y en a, c'est pas à lui que je pensais. OK, je pensais que c'était à Walter Block que tu pensais. Non. Je le connais pas, celui-là, en fait. Celui que j'ai en tête, c'est par Bill Niskanen. Bill Niskanen, OK. Écrit William Niskanen, tu vas pouvoir le voir. En fait, je me demande si c'est. J'oublie tout le temps exactement le nom exact du livre, mais c'est le livre sur l'économie de la bureaucratie. Il n'y a personne d'aussi bon que. Niskanen, c'est N-I-S-K-A-N-E-N. C'est un excellent livre. Economics. OK, puis c'est Bureaucracy and Public Economics. Je pense que c'est lui. Attends, je vais le trouver, là, parce que je vais le mettre ici. Là. Bureaucracy and Representative Government, c'est celui-là. Okay. Mais celui-là aussi il est bon, ça, c'est une version révisée. Les deux sont bons. En fait, lui, c'est comme il a updaté des choses dedans. Les deux sont corrects. Un ou l'autre. Mais ce qui reste après ça, c'est bien comment tu fais pour les faire. Puis je te dirais que la manière la plus efficace, c'est d'impliquer les lecteurs dedans. Puis ça vient à un coût élevé. Le deuxième est plus dur à trouver un peu, je pense. Ouais, c'est lui. Mais lui, c'est le classique. Lui, c'est le classique. Je pense qu'il est cité comme 15-20 000 fois comme livre. C'est un paperback à 186$. Ouais, non, ça c'est un glitch. Ailleurs, ça, c'est un glitch de Amazon parce que Yann c'est tellement un classique que je suis sûr que si tu vas sur AB Books ou d'autres comme ça, tu vas le trouver à comme 8$. Moi, j'ai acheté une copie pour 4$. En tout cas, la manière que tu peux faire forcer les réformes à fonctionner viennent avec un coût important, puis ça veut dire que l'État ne peut pas collecter des gros revenus de la privatisation. C'est que tu fasses des vouchers privatization, c'est-à-dire que tu donnes aux gens, aux électeurs, la capacité d'acheter des actions dans l'entreprise à des rabais. Ouais. Puis ça, c'était ce que Thatcher disait. Elle, son objectif, c'était de créer une démocratie capitaliste en faisant en sorte que tout le monde ait un intérêt dans le fonctionnement des entreprises, de telle sorte que tu alignais l'incitation des électeurs avec celle de la bonne performance des compagnies privées, puis que là, donc, les électeurs pouvaient faire un backlash contre l'ancienne bureaucratie via le fait qu'ils étaient propriétaires d'actions. C'est probablement la meilleure manière, mais il y a un coût important. C'est que l'État ne peut plus collecter de revenus. Tu ne peux pas faire une fortune avec ça. Ça serait, par exemple, si on privatisait Hydro-Québec, on dit Hydro-Québec Production est privatisé, tous les Québécois peuvent acheter des actions à 1$ jusqu'à concurrence de 35% des actions. Je sais que je déviens un peu du sujet, là, mais est-ce qu'on fait encore réellement des profits avec Hydro-Québec? Puis je m'explique. Oui, côté cash flow, on a des profits, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est un citron qu'on presse beaucoup, dans le sens qu'on a un déficit en entretien d'infrastructure. On a un déficit dans le sens que si demain matin, on doit ajouter des kilowattheures dans le système, ça nous coûte beaucoup plus cher que ce qu'on charge à tous nos clients. 2042, fin de Churchill Falls. Qui va enlever toute la marge de profit à ce moment-là. Si littéralement, demain matin,
j'aurais pas dit ça il y a 15 ans, mais si littéralement, demain matin, le gouvernement met en vente des actions d'Hydro-Québec et demeure propriétaire à 90 %, une vieille idée de Mario Dumont, autrement dit, d'ouvrir, de faire un premier appel public à l'épargne avec Hydro-Québec. Mon feeling, c'est que ces actions-là valent rien. Parce que le profit futur d'Hydro-Québec, il arrête en 2042. Je te dirais que je pense que, à moins qu'il soit capable de le price in, en fait, mettons une chose au clair. Je suis convaincu que ce qu'on a comme information publiquement sur Hydro-Québec est basé sur des hypothèses probablement un peu étranges. Optimiste aussi. Probablement suroptimiste. Puis c'est la nature de tout monopole de société d'État public. Ça arrive fréquemment qu'une fois qu'on ouvre les livres de compte, puis qu'après ça, tu te mets à dire c'est quoi le market value de ça, tel que vu par les acteurs de l'industrie, finalement, tu te retrouves que la valeur sur les livres était plus basse. Mais si, mettons, le premier IPO est fait et que le gouvernement dévoile ces informations-là qui ne sont pas connues, le prix pourrait être plus bas que ce qu'on s'attend maintenant. OK? Fait que, mettons, tu dis, je ne sais pas c'est quoi la valeur de marché présentement de Hydro-Québec, mais disons que production, c'est la moitié de... Donc, c'est 100 milliards, la division production d'Hydro-Québec, celle qui fait du sens de privatiser le plus de la gang. Puis que tu dis, bon, on va vendre 20 % de ça, donc 20 milliards. Mais je suis sûr que la valeur de marché de 100 milliards est peut-être de 90 ou 80. Mais si tu dévoiles l'information, peut-être justement que le marché va dire, ben, on pense que c'est 80 en réalité, pas le 100 qui était dit avant. C'est la première option. Ou s'ils ne dévoilent pas l'information, ben, tu vas avoir une couple d'actions qui vont être échangées peut-être au début, puis tu vas voir que le prix va converger vers la vérité assez rapidement, une fois que les actionnaires privés vont commencer à mettre les doigts dans les livres de compte. Ou bien ils vont demander juste un premium contre le risque, donc une sorte de compensation pour le risque éventuel de mensonges qu'ils ne sont pas capables de... Fait que je suis convaincu que peu importe ce qu'on nous dit présentement, tu dois enlever de la valeur là-dessus. Je suis vraiment convaincu que tu as absolument raison sur le fait que Hydro-Québec est probablement selon plus les un boulet. Et pas, pistes. je ne pense pas que c'est une perte nette, là. Je veux dire, je ne pense pas qu'ils ne peuvent pas mentir à ce niveau-là. Mais c'est pas la vache à lait que les gens pensent. Ben, selon les péquistes, si tu comptes Hydro-Québec, il n'y a plus de dette. Ben j'ai non, déjà fait dire ça. C'est impossible. C'est déjà fait plus d'une fois. J'ai entendu ça souvent. En passant, c'est pas vrai l'histoire de la dette. Là. Si on compte Hydro-Québec, la dette nette, mais c'est si zéro. Tu veux jamais le privatiser, ça compte pas. Si tu dis que tu vas jamais le mettre, si tu me dis, là, je vais voir mon banquier puis je dis, écoute, j'ai plus de dettes que j'ai d'actifs, mais cet actif-là, non seulement ça, je veux pas m'en départir. Ben, au final, il n'y a aucune manière de t'en départir. Oui, ta dette nette est encore plus grosse. Ben oui, c'est comme dire, si je vends mes organes, je suis riche. Prêt à le vendre. Ouais, c'est ça. Si je vends mes organes, je suis riche. Non, mais l'affaire, c'est que, tu sais, on sait comment ça marche un peu en économie. Là. Les coûts marginaux sont importants, les revenus marginaux aussi. L'affaire, c'est qu'on ne veut pas charger cher aux résidentiels. On a des coûts bas. C'est un coût qui est dirigé par le politique. On ne veut pas charger cher aux industriels parce que c'est dirigé par le politique. On pense qu'on fait de la croissance économique avec ça. Ben, c'est une subvention, c'est ça. Fait que les coûts marginaux sont maintenus vraiment artificiellement bas, en bas des prix du marché en Amérique du Nord. Tout le monde comprend ce bout-là. Mais de l'autre côté, quand tu regardes les coûts marginaux, ajouter 1 kWh dans le système présentement, ça coûte 2 fois plus cher que ce qu'on charge aux clients. Virez ça comme vous voulez. Ouais. Mais ça, c'est en partie moi, comme investisseur, je ne veux pas mettre une crise de scène dans une entreprise comme ça. Oui, mais ça, c'est en partie de leur faute. Ils ne veulent pas de nucléaire, ils ne veulent pas de rien, ils veulent rien que des moules à vent et des miroirs magiques. Oui, mais aussi, je me souviens d'une note dans le temps que Yuri Chassin n'était pas avec la CAQ. D'ailleurs, je rappelle à Yuri que la meilleure chose qu'il peut faire pour influencer le débat au Québec, c'est de rester dans la CAQ, mais de faire ce que Maxime Bernier faisait quand il était backbencher. C'est tu fous à merde. Tu vas voir, tu vas en changer bien plus que si tu essaies de collaborer. Fait que je te rappelle, Yuri, si jamais tu nous écoutes, fous la merde, ça fonctionne mieux. Ceci dit, dans le temps, il y avait une note qui avait montré que le coût par kilowattheure des éoliennes installées était, je pense, 30 à 40 % plus élevé que le prix obtenu
pour la vente du On 10 était dans kW. le 13 à 14 sous pour les éoliennes, puis on chargeait 7,2 sous à l'époque. Ah, tu vois, regarde, ma pour le proportion était résidentiel. dans le champ. Moi, je pensais que c'était du 30-40 %, mais je pense que c'était du Double. 3 à 4 sous, 30 à 40 sous le 100 kWh. Donc, ça ne me surprendrait pas que tu te retrouves avec une situation comme ça. Mais tu sais, moi, si je gère Mais ma tu sais, business mais demain un matin. truc, une compagnie privée sait aussi, si mettons j'achète des actions, je sais aussi qu'une des possibilités qui se produisent avec la privatisation, c'est qu'on arrête de manipuler les prix puis que les prix vont augmenter. Fait que tu sais, c'est une forme de choses à considérer avec la dite privatisation. Mais en même temps, tu ne payes pas. Tu sais, moi, je veux dire, si j'ai de l'argent à investir dans une entreprise, je ne payerai pas les changements que je dois faire moi-même. Dans le sens que si ton entreprise charge 7 ou 8 sous à ses clients, puis que tu me dis, écoute, achète-moi, ça vaut 150 milliards. Là, tu dis, un peu 150 milliards. En 7-8 sous chargé à chacun des clients, ça vaut jamais 150 milliards, cette affaire-là. Puis tu me réponds, bon, ouais, mais t'as peu, là. D'un coup que tu vas m'avoir acheté, tu as juste à augmenter les prix. C'est fuck you, augmente-les, puis on verra après. Je te payerai ce que ça vaut d'un coup que tu as augmenté tes prix. Je ne payerai pas pour de la job que je vais faire. Je vais payer pour une job que tu as faite toi-même déjà, tu sais. Fait à un moment donné, tu es là, tu te dis, non, si vous voulez qu'Hydro-Québec vale plus cher, il faut qu'on arrête de subventionner tout le monde avec Hydro-Québec, là. Parce que si on subventionne tout le monde avec Hydro-Québec, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous autres. Ça vaut rien, cette compagnie-là. Là. Ça vaut fucking rien. Là. Parce qu'en 2042, vous ne serez plus capable de subventionner personne. Vous allez perdre de l'argent avec Hydro-Québec. Oui. Mais il y a aussi, en plus de tout ça, il faut se rappeler un peu comment ça fonctionnait l'électricité au Québec avant la nationalisation. Puis, c'est pas possible de réactiver ce qu'il y avait avant. Avant, ce qui se passait, c'est que tu avais des villes, disons Montréal, qui vendaient par encan le droit exclusif de fournir du service dans la ville de Montréal. Mais ça veut dire que tu avais un seul réseau de distribution, mais le mandat, il était pour 30-40 ans. En fait, à Montréal, il était 25 ans. Mais ça, ce qui se passe, c'est que ça a le même effet que la compétition parce que ce que tu fais, c'est que tu dis, OK, tout le monde fait compétition pour le contrat pour commencer. Fait que toutes les firmes peuvent appliquer pour ce contrat-là. Et là, à cause que tu vas avoir un contrat qui va être fait puis qu'il va y avoir des termes qui vont être écrits sur les prix sur 30 ans, ben, même si tu as juste une compagnie, tu as le résultat compétitif. Ça existait avant. Maintenant, là, comment tu réactives ça? Comment tu réactiverais ce marché privé-là qui existait avant, qui était capable de gérer l'idée que... Réactiver ça sans les joueurs étrangers, parce que rappelons que les Québécois seraient Québécois dans leur privatisation. Oui, on même aurait Mario juste Dumont, 8 millions de écoute, Québécois. même Mario Dumont, à l'époque, qui avait dit qu'on pourrait mettre 10 % d'Hydro-Québec en action sur le libre marché comme premier appel public à l'élément. Mais c'était juste pour les Québécois, cette affaire-là. Puis moi, comme candidat député, il fallait que je défende ça en sachant que c'était complètement idiot, ça. Là. Parce que j'ai dit, comment tu veux gérer que seuls les Québécois ont le droit d'acheter des actions à la Bourse de Toronto? Chris, il était-tu tombé sa tête de dire des conneries de même, pareil? Puis réglementer le fait que les gens voudraient peut-être les revendre aussi à d'autres personnes. T'es pas rien qu'un actif que tu peux juste vendre à 8 millions d'autres personnes. Mais tu sais, l'affaire, c'est que l'essentiel de ton... en fait, le problème, tu peux le voir autrement, selon moi, là, c'est parce que l'essentiel de ta facture d'hydro, là, c'est ton chauffage. Un peu ta climatisation, mais l'essentiel, c'est ton chauffage. C'est l'hiver. N'importe qui n'a pas pris les paiements là, égalisés, là, le sait très bien. Tu arrives au mois de juillet, ça a coûté 32$ d'hydro, puis en plein hiver, c'est 550. Là, t'es comme, OK, c'est pas mal le chauffage qui est l'enjeu là-dedans. Donc, la facture d'électricité, le tarif pourrait doubler, puis les gens s'en apercevraient à peu près pas s'ils ne se chauffaient pas entièrement à l'électricité parce qu'on les a pratiquement forcés à le faire. Mais si tu as un marché libre des énergies, de toute autre énergie, que tu n'as pas dit aux gens qui ont une fournaise au mazout, qui n'auront plus le droit de l'utiliser, plus le droit de la faire réparer, que les gens qui ont des poêles aux granules alimentés au gaz naturel ou à je ne sais pas trop quoi, n'auront plus le droit de l'avoir, que si tu as une cuisinière au gaz, dans pas long, on va te l'interdire, que le gouvernement passe des règlements pour dire que toutes les nouvelles constructions n'auront pas le droit d'avoir du gaz naturel dedans. C'est ça, en fait, là, qui va venir fragiliser puis scraper le réseau puis dire qu'il manque de courant parce que tout le monde, pour son chauffage, est branché sur le courant, ce qui n'est pas une bonne idée.
Mais si tu dis, tu sais, techniquement, il n'y a aucun problème d'électricité au Québec. Là. Si tu as du monde qui se chauffe au bois, au gaz naturel, au mazout, avec toutes sortes d'autres énergies, puis que tout le monde n'est pas branché comme nulle part ailleurs sur la Terre, son poêle, ses plaintes électriques, tout ça sur l'électricité. Le chauffe-eau de la piscine, tout ça. Je ne cherchais pas loin, parce que si c'était juste l'électricité et quelques autres affaires, le tarif, il pourrait être 3 fois ce qui est là, puis ça ne serait pas la fin du monde. Non, non seulement ça, mais même s'il était 3 fois le tarif, je pense que ça serait plus bas qu'en Amérique du Nord dans le reste. Mais la facture de courant, les gens ont raison, la facture de courant ici, elle coûte... Mais ce que tu viens de décrire, là, c'est la nature même du problème de l'interventionnisme. C'est, tu as l'effet de cliquet. C'est une fois que tu as fait une intervention, c'est calissement dur de l'enlever en arrière. C'est plus facile de la faire que de la défaire, de un. De deux, tu vois les distorsions qui viennent avec. Parce que si, mettons, je fais un mouvement, là, tu prends l'exemple des fours à, pas des fours à bois, mettons les gens qui chauffent au mazout, puis tu interdis le mazout. Ben, si tu libéralises maintenant les marchés de l'électricité, ben, il n'y a plus nécessairement une manière de shifter vers autre chose. Fait que tu as comme renforcé le problème lié à comment renverser tout. Fait que les interventions de l'État se complémentent entre elles pour rendre plus difficiles les réformes. Fait que, pour revenir à ce qu'on disait au début, si tu es pas capable de faire le truc de vouchers que je parle, où est-ce que tu dois aligner les incitations des gens pour justement, peut-être trouver des manières de mieux privatiser, d'augmenter la profitabilité, puis d'aligner l'incitation des gens avec le grand public. Si tu ne peux pas faire ça, ben peut-être ce que tu devrais faire, puis ça n'a jamais été testé, ce que je dis, c'est tu fais des réformes tellement larges, tellement gigantesques que tu recoupes le plus de trucs possible, puis tu y vas probablement shock therapy à toute intention. C'est que tu ouvres tellement de fronts en même temps qu'une personne qui perd sur X ou Y front va gagner sur Z ou parce W, que si... puis là, il va faire comme... Ben là, écoute, honnête, si je dois prendre tout le package comme un donné, ben je ne vais pas m'opposer. Puis si tu le fais de même, ils n'ont pas le temps de se coordonner. Le problème des petites réformes graduelles, c'est que tu n'as pas autant de bénéfices que si tu fais plusieurs réformes qui se complémentent. Puis en même temps, tu permets à des groupes aux intérêts concentrés de t'opposer agressivement. Fait que c'est mieux de faire un gros package de réformes, puis tu manges la shot, puis le militant activiste, là, il y a quand même juste 24 heures dans une journée. Là-dessus, il faut qu'il en dorme 18. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Il est stone le reste du temps. Fait que, tu sais, moi, je pense que si tu commences à dire demain matin, tu arrives avec un genre de package que tu vas libéraliser le marché de l'alcool, tu vas libéraliser le marché de l'alcool, tu vas aller jouer un peu dans plein d'autres affaires. Moi, je pense que le mot offered, il passe, puis personne ne s'en rend compte. Mais si on reprend cet exemple-là, il n'y a pas personne qui va prendre de son temps pour aller manifester pour une montagne. Là, si on est rendu dans la santé puis dans la SAQ au travers. Là. Fait que, tu sais, je pense que l'idée d'aller sur plusieurs fronts en même temps est bonne parce que tu ne laisses pas le temps à ces gens-là de se coaliser. Si tu fais que des micro-cossins... Il faut que tu sois très clair que c'est un ensemble. Que tu prends tout ou tu prends rien. Comme ça, tu as des groupes qui se clashent entre eux autres. Fait que si, mettons, demain matin, je dis on privatise la SAQ, puis on libéralise en même temps, puis après ça, je dis simultanément, ben ça vient avec toutes les baisses de dépenses qu'on a, ça va venir avec une baisse d'impôts. Puis on va faire une baisse d'impôts sur le payroll. Ben là, tu vas avoir comme les chefs d'entreprise qui vont être là, ben... OK, là Vincent, c'est assez la théorie. Là. C'est assez. Trop théorique. Clairement, tu n'as jamais pensé à ce problème-là d'une manière vraiment machiavélique. Moi, je vais te faire une confession. Ah, vas-y. J'ai déjà pensé à comment réformer le Québec plus qu'une fois. Puis avant d'aller avec une grosse réforme, tu dois commencer par affaiblir ton ennemi. Qu'est-ce que tu veux faire? La première vraie réforme à faire, c'est immédiatement dans les 10 premiers jours. Tu sais, les politiciens, eux autres, c'est les 100 premiers jours. Moi, c'est dans les 10 premiers jours. La première chose que tu fais, tu cancelles toutes les subventions aux organismes communautaires qui ont moindrement un peu de politique là-dedans. Fait que ça, avant de te faire élire, là, tu prépares déjà la liste de tous ceux-là qui vont se faire canceller leurs subventions. First of all. Deuxième chose, tu fais en sorte que les cotisations syndicales du jour au lendemain ne sont plus déductibles d'impôts.
Troisième chose, tu fais en sorte que les membres syndicaux peuvent demander une désaffiliation de leur syndicat avec un vote secret le lendemain matin. La troisième chose que tu fais. Ensuite, tu coupes toutes les subventions aux médias et aux journalistes. 100%. Ça, c'est les 4 premiers gestes que tu dois poser dans les 10 premiers jours de ton mandat. Là, à ce moment-là, tu es sûr d'avoir tout le monde à dos puis le shit show commence. Là, après ça, là, tu viens de couper le financement de ton ennemi. Puis ils sont trop cabochons pour se mettre de l'argent de côté, ces imbéciles-là, de toute façon. Fait qu'ils vont brailler, puis ils ne sauront pas quoi faire. Ils ne sauront pas comment faire leur manifestation, puis d'amener du monde dans leurs autobus financés par l'État. Fait que là, tu les regardes brailler, puis là, après ça, tu fais tes réformes. Une par une. Mais les 4 premières réformes que tu mets en place doivent absolument viser à affaiblir ton ennemi, à mettre les gardiens du donjon avec un genou au sol en commençant. Les gardiens du donjon sont subventionnés par l'État. Dès que tu vas avoir fait ça, ils vont quand même, tu penses qu'ils n'ont pas de réserve, mais je serai en désaccord avec toi. Ils ont sûrement ces gens-là qui vont s'opposer, vont avoir des réserves, vont être capables de t'opposer à toi pendant un moment. Oh oui! Tu as déjà payé le coup. Ben, double down. Non, mais ton coût marginal d'ajouter 500 000 réformes de plus d'une shot, dès que tu as fait ça, là, ils vont déjà être contre toi. Tu comprends pas, man. L'idée, c'est que va pas te battre avec eux autres sans lui couper les vives avant. Quand tu veux rentrer d'une maison, la première chose que tu fais, c'est que tu coupes l'électricité, tu coupes le téléphone. Quand tu arrives avec le SWAT, c'est ça que tu fais en premier. Ben, quand tu arrives avec le gouvernement du Québec, j'aime ça que Yann, son projet de réforme est comparé à un home invasion. Yann, il a son kit de privatisation. Après, il y a une cagoule. Ne me faire grave, il n'y a jamais pensé, vous autres. Ben oui, Non, c'est sûr qu'on a déjà pensé. Moi, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je sais que je vais me battre avec mon ennemi. Je sais que ça va être sanglant. Je sais que ça va fesser. Mais Chris, la première chose que je fais, c'est que j'y coupe les vives, ce sacrement-là. Oui, mais tu oublies des aspects vraiment étranges de la politique. Tu as souvent des manifestations que les gens peuvent prendre la rue facilement, puis ça devient un mouvement qui est trop gros à résister. Mais au moins, je ne le financerai pas, sacrément. Non, mais ce n'est pas une question de le financer, c'est qu'ils peuvent... vivre en ville, plus de subventions. Je crois pas que l'État devrait encourager aucune opinion via des subventions ou des missions autres que ce que l'État devrait naturellement faire. Là. Mais ça arrive fréquemment que tu as des trucs anodins qui deviennent un point focal d'organisation de plusieurs gens qui ont des désaccords sur plein de trucs. Bien, il ne faut pas que tu leur donnes un seul point de concentration. Il faut que tu leur donnes tellement de trucs en même temps qu'ils ne sont pas capables de se concentrer. Le genre de choses que tu dis pourrait facilement backfire dans ma tête. Justement parce que tu as l'air de pouvoir t'attaquer à quelque chose. Ils vont dire que tu t'attaques à la société civile, ils peuvent faire un spin, puis là, tes autres réformes vont échouer, ils vont caricaturer ton message. Si ce que tu fais, c'est un ensemble de réformes compréhensibles, puis tu dis, c'est un package deal, tu prends ou tu laisses, il n'y a pas de buffet chinois, c'est un set menu, tu es pogné avec. Les chances que tu réussisses sont beaucoup meilleures. Je suppose que les gens sont rationnels. Non. Les gens sont rationnels. Non, lâche la rationalité. On va à la guerre, sacrément. C'est de la tactique guerrière. Ouais. Puis tu penses qu'eux ne seront pas rationnels? Tu penses qu'ils ne vont pas s'organiser? Ils ont beaucoup plus en jeu que ce que toi, tu as en jeu. Mais oui, ils vont clairement faire toutes les efforts possibles. La première chose que je fais, c'est que je lui coupe l'eau, j'y coupe ses pompes pour se ravitailler en essence puis en nourriture. Tu sais, je veux dire, Christy, c'est de la stratégie militaire, mon homme. C'est la première chose que tu fais. Là. La première chose que je bombarde, c'est les aqueducs, les ponts, les égouts. Il va rester dans sa marde. Mais tu as l'autre stratégie là-dedans qui est quand même, je pense, qui est le diviser pour mieux régner, ou communément appelé la stratégie Emmanuel Macron, qui, en tout cas, au moment où ça sort public, on ne sait pas comment ça va s'être passé, mais c'est un peu ça, la stratégie. Puis quelqu'un m'avait déjà confessé qu'il avait suggéré à Stephen Harper, à l'époque où il caressait l'idée de mettre fin à CBC Radio-Canada, d'annoncer qu'une partie de l'argent sauvé allait construire des logements sociaux.
Ça serait traumatique. Et que dans le fond, là, tu allais avoir la gang qui veut des logements sociaux qui tout d'un coup devient pour la privatisation. Mais ça se passe pas pour vrai, ça. Mais une des choses qui affecte la réussite d'une réforme, c'est justement la perception de légitimité. Le genre d'affaires que tu décris, Yann, affecte la perception de légitimité. Puis... Don't care, man. Je t'en guerre, là. Oui, mais ça, après, ça fait que les réformes réussissent moins bien. Puis après ça, si les réformes réussissent moins bien, ben tu peux avoir un rollback qui est encore pire que l'alternative. Fait que c'est mieux d'y aller avec... Colin, dans ma tête, ça fait tellement de sens. Écoute, moi, j'aime ces réformes-là sur leurs principes. Je pense pas que Radio-Can devrait exister. Je pense que même... Quand les gens disent « Oh, Radio-Can devrait se financer avec des dons ». Non, Radio-Can devrait être privatisé, point barre. Puis ils se financeront avec des dons, ils se financeront avec de la pub. I don't give a fuck comment ils s'en font. L'État ne devrait rien avoir à avoir dans la production d'informations, ne devrait pas encourager des points de vue. C'est la nature de l'État de devoir le rendre le plus neutre possible. Fait que sur les principes, ces réformes-là sont super. Mais si tu veux que toutes les réformes de libéralisation fonctionnent, il faut que tu établisses le terrain puis que tu dises, voici une litanie de réformes. Puis il faut que tu aies une couple de gens dans une société comme le Québec. C'est mon Calinos préféré, man. Tu veux faire ça avec des arcs-en-ciel, tes réformes? Non, c'est parce que tu ne peux pas les réussir si tu le fais. À un moment donné, si tu le fais comme faut ou tu le fais pas. Hey, Chris, je les ferais comme faut. Les ferais en sacrement. En fait, c'est pas vrai. Tu les fais comme faut ou bien tu attends que tu es arrivé au point du mur. Puis là, ce que tu as, c'est la théorie du choc. Puis tu te fais chier comme faut. C'est plus pénible. C'est ça le vrai choix. Ça, c'est de la merde. Si tu veux, il faut que tu prépares le plan des réformes. Puis ça, c'est ce que j'essaie. Elle n'est pas contente. C'est correct. Écoute, grâce à elle, il y a à peu près 50% des Français au Québec qui moi, j'espère juste qu'elle reste en poste. ont eu plus de sympathie pour Marine Le Pen parce que c'était la dame de la pire entrevue jamais donnée. Jamais. Moi, je prie le ciel qu'elle reste en poste. C'était du contre la NHL, tabarnak. Moi, je prie le ciel qu'elle reste en poste pour l'élection de Pierre Poilievre. Je veux voir Anne-Marie Dussault annoncer que Pierre Poilievre est élu. Je veux voir. Allons dans le Patreon, parce qu'on peut être pas généreux. Puis... Absolument. Justement, dans la partie Patreon, Yann va nous donner sa blacklist de tout le monde. Il a déjà dit vivre en ville. Eux autres, c'est premier sur le top. C'est ça, son premier sur le top. Vous nous avez donné Étienne Grandmont, mais sacrément, vous allez payer le prix. C'est ça. Fait que, tu l'aimes vraiment pas. Il est vraiment stické dessus. Fait que sur Patreon, Yann et son Yukon noir, une cagoule. Une guenille remplie de chloroforme. Puis on privatise le Québec. Okay.